Il existe peu de décisions militaires capables de provoquer un malaise immédiat chez un historien sérieux. Concevoir, au cœur de la guerre froide, un char allemand plus faiblement blindé qu'une machine de 1943 en fait partie. Pourtant, ce n'est ni une rumeur, ni une exagération, ni une provocation médiatique. C'est un fait officiel, consigné noir sur blanc dans les exigences de l'armée ouest-allemande. Au moment même où l'Europe se préparait à affronter les plus puissantes forces blindées soviétiques, l'Allemagne décida de construire un char volontairement vulnérable. Ce choix porta un nom, Léopard 1. Pour comprendre comment une telle idée a pu voir le jour, il faut revenir à un continent encore traumatisé. En 1945, l'Allemagne n'était plus qu'un champ de ruines. Ses villes étaient détruites, son industrie démantelée, ses ingénieurs dispersés ou surveillés, et toute production militaire strictement interdite. Pendant plusieurs années, la question d'un réarmement allemand ne se posait même pas. Elle était politiquement toxique et moralement inacceptable. L'Europe voulait oublier les chars allemands, pas en voir renaître de nouveaux. Mais le monde changea plus vite que prévu. Dès la fin des années 40, l'équilibre fragile de l'après-guerre se fissura. Les anciens alliés commencèrent à se regarder avec suspicion. L'Union soviétique consolidait son influence à l'Est, tandis que les États occidentaux réalisaient peu à peu qu'un nouveau conflit devenait imaginable. Le discours de Fulton de Winston Churchill ne fut pas un simple avertissement symbolique. Il marquait le début d'une nouvelle ère, dominée par la peur, la dissuasion et la course aux armements. L'Europe se transforma progressivement en ligne de front. À l'Est, les armées soviétiques alignaient des milliers de chars, produits en série, robustes, simples et conçus pour avancer sans s'arrêter. À l'Ouest, la situation était bien différente. Les pays européens n'avaient ni la capacité industrielle, ni l'unité stratégique pour répondre à cette menace. Les blindés américains présents sur le continent commençaient déjà à accuser leur âge. Un vide inquiétant se formait, exactement là où une percée soviétique aurait été la plus dévastatrice. La création de la République fédérale d'Allemagne changea brutalement la donne. Placée au cœur de cette Europe divisée, l'Allemagne de l'Ouest devint à la fois un bouclier et une cible. La naissance de la Bundeswehr posa une question aussi simple que terrifiante. Comment défendre le territoire le plus exposé du bloc occidental sans chars modernes? Très vite, il apparut que l'Allemagne ne pouvait pas se contenter de matériel étranger. Elle devait concevoir sa propre machine. C'est dans ce contexte que naquit l'idée d'un char européen commun. Sur le papier, le projet semblait logique. Mutualiser les ressources, partager les coûts, créer une machine capable de faire face aux blindés soviétiques. En réalité, ce programme révéla des visions radicalement opposées de la guerre à venir. Les Français, marqués par les combats de 1940, privilégiaient la mobilité, mais refusaient de sacrifier totalement la protection. Les Allemands, eux, tiraient une conclusion bien différente de leur passé. Pour les stratèges ouest-allemands, l'expérience de la Seconde Guerre mondiale avait montré une chose essentielle. Aucun blindage raisonnable ne pouvait résister durablement à l'évolution des canons anti-chars. Plutôt que de renforcer l'acier, ils décidèrent de s'affranchir de cette logique. Leurs futurs chars ne devaient pas encaisser les coups. Ils devaient les éviter. La vitesse, la précision, la portée de tir et la capacité à changer rapidement de position devinrent les piliers de cette nouvelle doctrine. Lorsque les exigences techniques furent officiellement publiées en 1956, le choc fut immense. Le char devait peser environ 30 tonnes. Son blindage frontal devait se limiter à une protection contre des armes légères et des canons automatiques. En clair, il était admis dès le départ que la machine ne survivrait pas à un duel direct avec les chars soviétiques. À titre de comparaison, le Tigre allemand de 1943 disposait déjà d'une protection bien supérieure. Plus d'une décennie plus tard, l'Allemagne acceptait consciemment de faire moins. Ce choix n'était pas dicté par la faiblesse industrielle, il était idéologique. Les généraux allemands misaient sur un scénario précis, détecter l'ennemi avant d'être repéré, ouvrir le feu à longue distance, puis se déplacer immédiatement. Le char devenait un chasseur, pas une forteresse. Cette logique séduisit une partie des planificateurs occidentaux, car elle semblait compatible avec la guerre nucléaire, où la survie dépendait autant de la mobilité que de la résistance. Pourtant,
ce pari portait en lui une fragilité évidente. Il reposait sur l'idée que la guerre suivrait les règles établies dans les états-majors. Or, l'histoire a rarement respecté les doctrines théoriques. Malgré cela, le programme fut lancé. Les Français finirent par s'en retirer pour développer leurs propres chars. Les Italiens suivirent. L'Allemagne se retrouva seule face à son concept audacieux, enfermée dans une logique dont elle ne pouvait plus s'échapper. Ainsi débuta réellement l'histoire du Léopard 1. Une machine née non pas d'une supériorité technique, mais d'un calcul froid, risqué et profondément controversé. Un char conçu pour survivre sans blindage, au cœur même de la zone la plus dangereuse de la planète. À partir du moment où le concept fut figé, la théorie entra dans une phase bien plus dangereuse, celle où les idées doivent survivre au contact de l'acier, des moteurs et des terrains d'essai. La Bundeswehr ne cherchait plus à débattre. Elle voulait voir rouler des chars réels, pas des schémas prometteurs. 3 industriels allemands furent donc officiellement chargés de transformer cette doctrine radicale en machines concrètes, capables de répondre à une menace soviétique qui, elle, n'attendait pas. Le premier concurrent, Porsche, n'abordait pas ce programme comme un simple retour industriel. Pour ses ingénieurs, c'était une forme de rédemption technique. Pendant la guerre, l'entreprise avait souvent proposé des solutions audacieuses, parfois trop complexes pour être produites à grande échelle. Cette fois, l'objectif était différent. Il fallait démontrer que l'innovation pouvait servir la fiabilité et non la compromettre. Le projet Porsche adopta une architecture classique, presque rassurante, comme pour éviter toute accusation d'extravagance. Rheinmetall, de son côté, voyait ce futur char comme une plateforme destinée avant tout à magnifier son artillerie. Le blindage étant volontairement limité, la supériorité devait venir de la portée, de la précision et de la cadence de tir. Pour ces ingénieurs, la mobilité n'était pas une fin en soi, mais un moyen de repositionner rapidement une arme capable de frapper avant d'être menacée. Leur proposition misait sur des solutions techniques modernes, parfois plus délicates à entretenir, mais censées offrir un avantage tactique clair. Le troisième acteur, Borgward, introduisit une rupture brutale dans ce paysage déjà tendu. Son projet ne ressemblait à rien de connu. Là où Porsche et Rheinmetall cherchaient à rassurer l'armée, Borgward tenta de la surprendre. Le char proposé abandonnait certaines conventions fondamentales, expérimentait des solutions hybrides et promettait une polyvalence presque irréaliste. Sur le papier, cette machine semblait capable de redéfinir le combat blindé. En réalité, elle inquiétait profondément les officiers chargés de l'évaluation. Les premières réunions techniques révélèrent un malaise grandissant. Les militaires comprenaient vite que le projet Borgward, aussi fascinant soit-il, exigeait un niveau de maintenance, de formation et de fiabilité que la Bundeswehr ne pouvait se permettre. Dans une armée encore en construction, chaque panne, chaque complication logistique devenait un risque stratégique. L'Allemagne ne cherchait pas un char révolutionnaire, elle cherchait une assurance minimale de survie face à un ennemi numériquement supérieur. Lorsque la décision tomba, elle fut sans appel. Borgward fut écarté du programme. Officiellement, le projet était jugé trop complexe et trop risqué. Officieusement, il représentait une vision du futur incompatible avec l'urgence de la situation. Cette exclusion eut des conséquences immédiates. Privée de ce contrat vital, l'entreprise entra dans une spirale financière irréversible et disparut peu après, emportant avec elle un pan entier de l'audace technologique allemande. Restèrent donc 2 visions du Léopard 1, toutes 2 issues d'une lecture prudente mais déterminée de la doctrine imposée. Porsche et Rheinmetall reçurent l'ordre de produire des prototypes fonctionnels dans des délais stricts. Il ne s'agissait plus de convaincre par des promesses, mais par des résultats mesurables. Accélération, tenue de route, fiabilité mécanique, ergonomie de l'équipage, tout devait être testé, comparé et jugé sans indulgence. Lorsque les premiers prototypes prirent enfin la piste, une vérité dérangeante s'imposa rapidement. La légèreté rêvée se heurtait aux exigences du réel. Chaque système ajouté, chaque renforcement structurel, chaque dispositif de protection contre les effets nucléaires alourdissait la machine. Le chiffre symbolique des 30 tonnes s'éloignait inexorablement.
Les ingénieurs comprenaient qu'ils avaient sous-estimé le prix à payer pour transformer une idée en char opérationnel. Un autre problème apparut presque simultanément. Le canon, initialement prévu, pourtant jugé suffisant quelques années plus tôt, commençait déjà à paraître limité face aux évolutions rapides des blindés soviétiques. Les rapports de renseignement indiquaient des améliorations constantes de la protection adverse, rendant obsolète toute arme incapable de garantir une perforation à longue distance. Le Léopard 1 risquait de devenir rapide, précis, mais impuissant. Ce constat força les décideurs à regarder au-delà des frontières allemandes. Les Britanniques disposaient alors d'un canon considéré comme l'un des meilleurs du monde occidental. Plus long, plus puissant, plus précis, il incarnait exactement ce que la doctrine allemande exigeait pour compenser la faiblesse du blindage. L'adoption de cette arme impliquait cependant des modifications importantes de la tourelle, de l'équilibre général et de la chaîne logistique. Ce choix marquait un tournant silencieux. Le Léopard 1 cessait d'être un simple projet national pour devenir une synthèse des compromis de la guerre froide occidentale. En acceptant cette solution, l'Allemagne reconnaissait implicitement que sa survie ne dépendrait pas d'un mur d'acier, mais d'une supériorité informationnelle et balistique. La machine gagnait en létalité ce qu'elle perdait en illusion de protection. À ce stade, le programme entra dans une phase décisive. Les essais comparatifs allaient déterminer non seulement quel prototype serait retenu, mais aussi si cette doctrine radicale pouvait réellement fonctionner hors des tableaux théoriques. Le futur du Léopard 1, et avec lui la crédibilité blindée de l'Allemagne de l'Ouest, se jouait désormais sur les pistes d'essai et non plus dans les bureaux. Le verdict final ne se joua pas en une journée spectaculaire, mais à travers une succession d'essais méthodiques où chaque défaut, même mineur, prenait une importance démesurée. Les deux candidats survivants furent poussés jusqu'à leurs limites, non pas pour démontrer une supériorité abstraite, mais pour révéler lequel pouvait encaisser la réalité quotidienne d'une armée de conscrits, d'un entretien imparfait et d'un terrain européen imprévisible. Dans cette phase, la fiabilité devint une arme silencieuse. Très vite, une différence se dessina. Les solutions plus sophistiquées séduisaient sur le papier, mais elles exigeaient une rigueur logistique que la Bundeswehr n'avait pas encore totalement acquise. À l'inverse, l'approche plus sobre montrait une constance rassurante. Les mécaniciens rapportaient moins d'incidents, les équipages s'adaptaient plus vite et les temps d'immobilisation restaient contenus. À mesure que les kilomètres s'accumulaient, la balance penchait, presque malgré elle. La question de l'armement, elle, ne laissait aucune place au compromis. Le nouveau canon imposait une refonte de la tourelle, une redistribution des masses et un travail fin sur l'ergonomie interne. L'intégration se révéla plus complexe que prévu, mais elle transforma immédiatement le potentiel de la machine. Les tirs à longue distance gagnèrent en précision, la pénétration devenait crédible face aux chars adverses les plus modernes, et l'équipage retrouvait un sentiment de supériorité offensive indispensable à la doctrine choisie. En avril 1962, la décision tomba. Le projet issu de Porsche fut retenu. Il n'était pas parfait, mais il offrait l'équilibre le plus acceptable entre mobilité, puissance de feu et robustesse mécanique. Cette victoire ne signifiait pas la fin des modifications. Bien au contraire. Les responsables militaires présentèrent aussitôt une liste de corrections qui transformèrent profondément la machine initiale. L'objectif des 30 tonnes fut officiellement abandonné, admettant enfin ce que les essais avaient rendu évident. Le blindage frontal fut légèrement renforcé, non pas pour encaisser des coups directs, mais pour réduire la vulnérabilité aux angles défavorables. Le moteur d'origine fut remplacé par une version nettement plus puissante, capable de compenser l'augmentation de masse sans sacrifier la vitesse. La silhouette générale évolua, la tourelle gagna en volume interne, et l'équilibre global fut revu. Le prototype ainsi modifié reçut une nouvelle désignation, marquant symboliquement la transition entre expérimentation et pré-production. C'est à ce moment précis que le programme quitta les polygones allemands pour affronter un regard extérieur. Le char fut envoyé en France pour des essais comparatifs face à la nouvelle machine française, issue d'une philosophie étonnamment proche. Les résultats surprirent les observateurs. Malgré une masse supérieure, le prototype allemand se montrait plus vif à l'accélération et atteignait des vitesses élevées avec une aisance inattendue.
La doctrine de la mobilité retrouvait soudain une crédibilité concrète. Ces essais eurent un effet psychologique majeur. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, un char conçu en Allemagne ne suscitait ni méfiance immédiate, ni condescendance technique. Il impressionnait, non par son blindage, mais par sa maîtrise du mouvement et du tir. Cette perception positive renforça la confiance des décideurs, qui virent dans cette machine un outil à la fois militaire et diplomatique. Lorsque le char arriva enfin dans une unité opérationnelle, son identité changea subtilement. Dans les casernes, loin des bureaux d'ingénieurs, les équipages lui donnèrent un nom, Léopard. Un nom qui évoquait la vitesse, la précision et la chasse, bien plus que la résistance passive. Cette appellation s'imposa rapidement, au point de devenir officielle. Le char venait de recevoir une âme, au sens militaire du terme. À partir de là, la stratégie changea d'échelle. L'Allemagne comprit que le succès du Léopard ne dépendait pas uniquement de son déploiement national. Il fallait convaincre les Alliés. Les prototypes entamèrent une véritable tournée internationale, traversant bases et terrains d'essai à travers l'Europe et au-delà. À chaque démonstration, la même image se répétait. Une machine rapide, stable au tir, agréable à conduire et étonnamment moderne dans son approche. Les observateurs étrangers notaient toutefois une constante inquiétante. La protection restait minimale, et cette faiblesse était évidente pour tout spécialiste. Mais dans le contexte de la guerre froide, l'efficacité apparente primait souvent sur les scénarios pessimistes. Le Léopard incarnait une réponse claire à une question simple. Comment frapper avant d'être frappé? Pour beaucoup, cela suffisait. C'est dans cette atmosphère mêlée d'enthousiasme et de doute que la décision de production fut prise. L'Allemagne allait relancer, à grande échelle, la fabrication de chars de combat. Une renaissance industrielle et militaire qui semblait confirmer la justesse de la doctrine adoptée. Pourtant, derrière les démonstrations spectaculaires et les contrats à venir, une vérité persistait. La survie du Léopard dépendait entièrement de conditions idéales, et la guerre, elle, ne promet jamais l'idéal. Lorsque la production en série fut lancée, le Léopard 1 cessa d'être une promesse pour devenir un fait industriel. Les chaînes s'organisèrent rapidement, les sous-traitants furent intégrés, et la machine commença à sortir des usines avec une régularité qui symbolisait le retour de l'Allemagne dans le cercle des nations capables de produire un char moderne. Chaque exemplaire livré renforçait l'idée que la doctrine avait été validée par le réel. Les premières unités équipées affichaient une confiance nouvelle, nourrie par la mobilité, la précision et une ergonomie largement supérieure à celle des blindés plus anciens encore en service. Très vite, l'état-major comprit que le Léopard 1 ne devait pas seulement défendre le territoire national. Il devait aussi devenir un produit stratégique. Des démonstrations furent organisées à l'étranger, soigneusement mises en scène, toujours centrées sur les mêmes qualités. Accélération franche, franchissement rapide, tir précis à longue distance, changement de position spectaculaire. À chaque fois, le message était clair. Ce char n'était pas conçu pour encaisser, mais pour dominer par l'initiative. Et ce discours trouva un écho favorable dans de nombreux pays de l'Alliance. Les commandes arrivèrent progressivement. Certaines nations voyaient dans le Léopard 1 une alternative crédible aux modèles américains. D'autres appréciaient la possibilité d'une production sous licence. L'Italie franchit ce pas, lançant une fabrication locale qui renforça encore l'aura européenne du programme. Sur le papier, tout semblait indiquer un succès complet. Le Léopard 1 se diffusait, s'imposait comme une référence occidentale et donnait l'impression d'une machine en avance sur son temps. Pourtant, derrière cette réussite commerciale se cachait un point que les brochures n'aimaient pas détailler, le blindage. Dès que l'on quittait les pistes d'essai et les démonstrations officielles pour entrer dans une analyse froide, les chiffres devenaient difficiles à ignorer. La structure du char reposait sur une caisse soudée, dont la protection restait étonnamment modeste pour une machine des années 60. La partie frontale supérieure offrait une épaisseur limitée, inclinée pour améliorer l'efficacité balistique, mais insuffisante face aux canons modernes. La partie inférieure, encore plus fine, exposait dangereusement l'équipage lors des combats rapprochés. Les flancs constituaient un autre point critique.
Leur faible épaisseur ne permettait aucune illusion de résistance face à des projectiles anti-chars, même anciens. Dans un affrontement latéral, le Léopard 1 ne pouvait espérer survivre que par la chance ou par l'absence de riposte ennemie. La protection du toit, pensée pour limiter le poids, laissait également peu de marge face aux menaces velues d'angles élevés, de plus en plus présentes dans les scénarios modernes. La tourelle ne compensait pas réellement ses faiblesses. Bien que son masque de canon fût relativement épais, offrant une zone localement plus résistante, cette protection ne concernait qu'une surface réduite. Tout impact ailleurs sur la face avant avait de fortes chances de perforer. Les côtés de la tourelle, eux aussi, restaient vulnérables à presque toutes les armes anti-chars standards. En clair, le Léopard 1 survivait tant qu'il n'était pas touché. Une fois atteint, les probabilités chutaient brutalement. La comparaison avec les chars soviétiques contemporains rendait cette réalité encore plus cruelle. Alors que le Léopard 1 misait sur l'acier simple et l'inclinaison, les ingénieurs soviétiques avaient déjà franchi un cap conceptuel. Leurs machines intégraient des solutions de blindage combinées, associant acier et matériaux composites pour dissiper l'énergie des projectiles. Cette approche visait précisément à contrer les canons occidentaux, y compris celui dont le Léopard 1 était équipé. Dans un affrontement théorique à longue distance, le char allemand conservait un avantage grâce à son optique et à la qualité de son armement. Mais dès que la distance se réduisait, la balance s'inversait dangereusement. Les environnements européens, faits de forêts, de collines et de zones urbanisées, favorisaient des engagements à courte ou moyenne portée. Dans ces conditions, la finesse du blindage devenait un handicap mortel. Les planificateurs allemands en étaient conscients. Leur doctrine supposait un combat mené avec rigueur, coordination et anticipation. Le Léopard 1 devait opérer en réseau, soutenu par la reconnaissance, l'artillerie et l'aviation. Isolé, il devenait fragile. Cette dépendance à un contexte idéal limitait sa marge d'erreur, ce qui inquiétait certains observateurs au sein même de la Bundeswehr. Face à ces critiques, des programmes d'amélioration furent lancés. Des écrans latéraux furent ajoutés pour atténuer la vulnérabilité aux charges creuses. Des modifications internes améliorèrent la survivabilité de l'équipage sans transformer radicalement la protection. Chaque évolution augmentait légèrement la masse, éloignant encore le char de son objectif initial, sans pour autant résoudre le problème fondamental. Le Léopard 1 restait un compromis, et non une forteresse roulante. Malgré tout, il continua à être produit et modernisé. Les versions successives apportaient de meilleures capacités de tir, des systèmes de visée plus performants et une électronique améliorée. Sur le plan offensif, la machine gagnait en efficacité. Sur le plan défensif, elle demeurait prisonnière de sa philosophie originelle. À mesure que les chars soviétiques progressaient, l'écart se creusait dans un domaine précis, la capacité à encaisser un premier coup. À la fin des années 70, cette réalité ne pouvait plus être ignorée. Les améliorations atteignaient leurs limites et la doctrine initiale montrait ses failles. Le Léopard 1 avait rempli son rôle dans un contexte précis, mais ce contexte évoluait. Une nouvelle génération de chars devenait nécessaire, capable de combiner mobilité, puissance de feu et protection réelle. Le Léopard 1 approchait des un tournant silencieux, celui où un succès apparent commence à révéler ses contradictions. Les limites du Léopard 1 ne furent pas révélées par une défaite spectaculaire, mais par une accumulation silencieuse de rapports, d'exercices et de simulations qui racontaient tous la même histoire. Le char restait efficace tant que les conditions correspondaient exactement à la théorie pour laquelle il avait été conçu. Dès que ces conditions se dégradaient, la fragilité structurelle redevenait évidente. À mesure que les années passaient, cette contradiction devenait impossible à masquer. La première réponse ne fut pas un abandon, mais une tentative de correction progressive. Les autorités militaires choisirent d'améliorer ce qui pouvait l'être sans remettre en cause l'ossature du char. Les premières modernisations se concentrèrent sur la conduite du tir. De nouveaux systèmes de visée furent intégrés, augmentant la probabilité de toucher la cible dès le premier coup, car le Léopard 1 n'avait pas le droit à l'erreur. Le tube du canon reçut un manchon thermique afin de stabiliser la précision lors des séquences de tir prolongées. Chaque détail comptait, car la survie dépendait toujours de la capacité à frapper avant l'adversaire. Très vite, la question de la protection revint au centre des débats. Les écrans latéraux furent renforcés.
non pour transformer le char en bastion, mais pour réduire la vulnérabilité face aux munitions à charge creuse. La tourelle reçut des éléments additionnels, montés avec des espaces destinés à perturber l'effet des projectiles. Ces solutions amélioraient marginalement la résistance, mais elles alourdissaient la machine et accentuaient une ironie cruelle. Plus le Léopard 1 se rapprochait d'un char correctement protégé, plus il trahissait l'idée originelle qui avait justifié son existence. Chaque vague de modernisation ajoutait des lettres et des chiffres à sa désignation, comme autant de tentatives de rattraper un retard conceptuel. Les équipages appréciaient les améliorations, notamment dans les combats simulés de nuit, où les nouveaux dispositifs offraient un avantage réel. Pourtant, dans les cercles d'analyse, un consensus se formait lentement. Aucun ajout ne pouvait transformer fondamentalement un char pensé pour esquiver en un char capable d'encaisser. Pendant ce temps, l'adversaire potentiel ne restait pas immobile. Les chars soviétiques évoluaient rapidement, intégrant des blindages de plus en plus complexes, des profils plus compacts et des canons capables de percer à des distances autrefois jugées sûres. Les scénarios optimistes sur lesquels reposait la doctrine allemande perdaient leur crédibilité. Les engagements théoriques à longue portée devenaient l'exception plutôt que la règle. Le Léopard 1, malgré ses qualités, se retrouvait de plus en plus dépendant d'un environnement tactique parfaitement contrôlé. C'est à ce moment précis que l'Allemagne prit une décision lourde de sens. Plutôt que de poursuivre indéfiniment des améliorations limitées, elle lança le développement d'un char entièrement nouveau. Cette fois, il ne s'agirait plus de choisir entre protection et mobilité. La nouvelle machine devait assumer le retour à une philosophie plus classique, où le blindage redevient un pilier central de la survie. Ce projet allait donner naissance au Léopard 2, sans jamais désigner officiellement son prédécesseur comme une erreur, mais en le reléguant progressivement à l'arrière-plan. À partir de là, le rôle du Léopard 1 changea. Il quitta peu à peu la première ligne pour devenir un outil secondaire, affecté à des unités de réserve, à l'instruction ou à des missions où la probabilité d'affrontement direct était jugée plus faible. Sur le marché international, il continua cependant à séduire. De nombreux pays voyaient en lui une plateforme fiable, facile à entretenir et suffisamment puissante pour des besoins régionaux. Le char se dispersa ainsi sur plusieurs continents, adoptant des configurations adaptées à des climats et des doctrines très différents. Malgré cette diffusion mondiale, une chose resta inchangée. Le Léopard 1 ne connut jamais l'épreuve décisive pour laquelle il avait été conçu. Il passa l'essentiel de sa carrière à attendre un conflit majeur qui ne vint jamais. Cette absence de baptême du feu contribua paradoxalement à préserver son image. Il demeurait un char théorique, évalué à travers des chiffres, des essais et des hypothèses, sans jamais être confronté à une réalité capable de trancher définitivement le débat. Les décennies passèrent, et le Léopard 1 poursuivit sa trajectoire discrète vers la fin de sa carrière opérationnelle. Dans son pays d'origine, il fut progressivement retiré du service actif, remplacé par des machines correspondant davantage aux exigences modernes du champ de bataille. Ailleurs, il continua à rouler, parfois profondément modifié, parfois simplement entretenu, toujours porteur de cette même philosophie née au cœur de la guerre froide. Puis, bien plus tard, un élément inattendu raviva l'intérêt pour cette machine. Les conflits contemporains, marqués par une prolifération de systèmes anti-chars avancés, remirent brutalement en lumière les faiblesses structurelles des blindés anciens. La perspective de voir un char conçu dans les années 60 confronté à des armes du XXIe siècle souleva une question dérangeante. Une machine bâtie sur l'idée d'éviter les coups peut-elle survivre dans un environnement saturé de menaces? Le Léopard 1 atteignait alors la fin logique de son histoire, non pas par une explosion spectaculaire ou une bataille décisive, mais par un face-à-face silencieux avec une réalité technologique qui avait dépassé ses fondations. Il restait le symbole d'un choix radical, assumé à une époque où la vitesse semblait pouvoir remplacer l'acier. Un choix qui fascine encore, précisément parce qu'il oblige à se demander si la doctrine peut, un jour, triompher durablement de la physique. Si cette histoire vous a captivé, laissez un like, partagez votre opinion dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits où les décisions humaines façonnent le destin des machines de guerre.